Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. Pour ce nouvel épisode miroir, nous donnons la parole à Mathilde, sage-femme, qui revient sur l'accompagnement de Julie, qui nous raconte son accouchement dans l'épisode 19 de la saison 1. Mathilde raconte une grossesse qui se déroule parfaitement bien, un suivi confiant à la maison de naissance, jusqu'à cette veille de terme où une échographie de contrôle révèle un liquide amniotique trop faible. Les constantes sont bonnes, mais en quelques heures, tout bascule. Les parents sont redirigés en urgence vers l'hôpital. Elle revient sur ces moments où il a fallu à la fois agir vite et rester ancré, être ce soutien calme et solide alors que l'inattendu s'impose. Elle parle aussi de ce rôle discret mais essentiel, accompagner et être présente pour les parents au-delà de la maison de naissance. Aujourd'hui, Mathilde nous raconte comment elle a vécu ce moment marquant dans le parcours de Julie et de sa famille. Nous rappelons que les sages-femmes qui participent à cette thématique le font avec l'accord explicite des parents qui ont autorisé le partage de leur histoire et l'usage des prénoms le cas échéant. Attention, ce récit évoque un accouchement en urgence avec un nouveau-né réanimé et peut être difficile à entendre. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour Mathilde, merci d'avoir accepté de venir nous raconter cette histoire assez particulière. Avant de nous raconter ton point de vue, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ? Je m'appelle Mathilde, j'ai 44 ans, je suis sage-femme depuis 20 ans et j'exerce en maison de naissance depuis 10 ans, depuis son ouverture. D'accord. Du coup, tu es une des fondatrices de la maison de naissance femme, c'est ça ? À Bourgoin-Jallieu ? Oui, j'y suis depuis le démarrage, oui. Entendu. Et avant, j'avais exercé j'ai juste 2 ans d'expérience hospitalière et sinon j'avais travaillé à Mayotte en dispensaire, en PMI et j'ai accompagné en suivi global aussi des naissances à domicile. D'accord. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur ce genre d'expérience juste après avec Capucine. Mais avant cela, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est pour toi, et avec tes mots, une maison de naissance ? Ah, vaste sujet. Cette maison de naissance, pour moi, c'est une maison où on doit se sentir bien, vous parents et nous sages-femmes. On y a mis quand même beaucoup de notre cœur pour qu'elle soit accueillante. Et voilà, pour que vous puissiez accueillir vos bébés dans les meilleures conditions de sérénité, de sécurité. Donc pour moi, c'est un peu mon 3e bébé, cette maison de naissance. J'ai 2 grands garçons et ce que je disais, voilà, il y a eu 9 mois de gestation, c'est mon 3e bébé. C'est chouette. Aujourd'hui, t'es venue à ton tour nous parler d'un récit d'une de nos invitées de la saison 1, mais cette fois-ci de ton point de vue de sage-femme et de professionnelle. Et donc cela concerne l'accompagnement et l'accouchement de Julie, dont nous avions découvert l'histoire dans l'épisode 19 de notre saison 1, dans le cadre de la thématique du transfert. C'est un récit qui reste l'un des plus marquants des 2 saisons confondues, notamment en raison de l'urgence de la situation et des soins qui ont dû être réalisés au moment de l'arrivée du bébé. Mais avant de rentrer un peu plus dans le détail de ce suivi, on va discuter, comme je le disais tout à l'heure, de ton parcours avec Capucine. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu as été formée et comment t'en es arrivée au métier de sage-femme ? Alors, moi, je suis dans l'Isère, où j'ai grandi, où il y a ma maison de naissance. J'ai fait mes études à Grenoble, donc études de sage-femme de 2000 à 2005. Ce qui m'a donné envie d'être sage-femme, j'y avais pensé un peu quand j'étais jeune. Je savais pas trop, moi, au niveau orientation. Je voulais travailler avec des gens. Donc, c'est vrai qu'il y avait plein de métiers qui auraient pu m'intéresser. Par exemple, prof. Il y avait plein de choses qui m'étaient passées par la tête. Puis à un moment, je me suis dit, non, mais j'ai quand même envie d'être dans le soin. J'ai envie d'accompagner. Et je suis allée en médecine. Et chance pour moi, du coup, j'ai été prise en sage-femme. Et en fait, je me suis dit, c'est merveilleux parce que comme ça, je vais pas avoir affaire qu'à des gens malades. Je vais avoir la grande joie de voir naître des bébés
Donc voilà, il y a eu un petit peu finalement peut-être de hasard et en même temps pas tant que ça parce que j'y avais quand même pensé avant. Mais voilà, je voulais être dans le soin, je me suis embarquée dans ces études et je me suis retrouvée là et c'est pour moi c'était parfait quoi. Je suis allée rencontrer la directrice de l'école de sage-femme le premier jour où j'ai été acceptée et elle m'a dit mais tu es sûre? Je dis, ben, on est jeune, on a 20 ans, c'est quand même vraiment difficile. Je lui dis ben je crois. Elle me dit non mais il faut que tu sois sûre. Donc elle décroche son téléphone, elle appelle une sage-femme de la maternité qui était dispo pour me recevoir et elle me dit tu y vas tout de suite, tu vas la voir, vous discutez, tu reviens et tu me dis si t'es sûre ou pas quoi. En gros, on va pas prendre une place si vous êtes pas toutes sûres à 100%. Donc je suis allée rencontrer cette sage-femme qui était adorable et on a discuté toute la matinée et je suis rentrée, j'ai dit à la directrice oui, c'est bon, c'est sûr, je viens. C'est Voilà. la pression, dis donc. Oui, mais c'était très bien en fait. C'est quand même exigeant comme étude et comme métier et, Ouais, oui. et en effet, et puis il faut le faire avec tout son cœur. Donc voilà. Mais Oui, c'est ce là, que j'allais dire. voilà, d'échanger avec une sage-femme, qu'elle me raconte son expérience, tout, enfin, voir les lieux. Vraiment, on a discuté à bâton rompu. Je me suis dit oui, c'est vraiment ça que j'ai envie, quoi. Ouais, c'est Ouais. chouette. C'est un métier de vocation, comme on dit. c'est pour Oui, ça. mais je pense que toutes les étudiantes n'ont pas l'opportunité d'avoir ce genre de discussion avant de valider Oui. leur choix, donc c'est plutôt Oui, pas mal, je trouve, comme proposition. bah c'était super. Oui, moi j'ai trouvé ça très bien parce que c'est vrai que sinon tu t'engages dans des études et parfois malheureusement certaines sages-femmes arrêtent parce qu'elles se rendent compte que non, ça c'est pas pour elles quoi. Ouais. Après voilà, on peut aussi s'en rendre compte plus tard, mais moi ce jour-là, oui, ça a été, je m'en souviens, voilà, ça m'a vraiment confortée dans ce choix. Oui. Tu nous disais tout à l'heure que tu avais fait 2 ans en hospitalier notamment. Je te demande ça parce que souvent on demande si tu as eu l'occasion de faire des stages et qui auraient rajouté de l'expérience peut-être en milieu hospitalier ou d'autres types d'expériences. Qu'est-ce que tu as pu faire comme stage? Bah, les stages, oui, pendant notre formation, elle est quand même quasi exclusivement hospitalière. Donc, on fait des stages à l'hôpital pendant toutes nos études. Et ensuite, voilà, moi, j'ai travaillé 2 ans au CHU de Grenoble, donc dans une salle de naissance et service de grossesse pathologique, parce que je savais qu'à ce moment-là, j'allais voir beaucoup de familles et de situations différentes et que ça allait être un grand bagage parce que tout de suite, je savais que je resterais pas en hospitalier. Donc, je me suis dit, j'y vais immédiatement pour acquérir cette expérience et pour passer rapidement à autre chose parce que j'avais déjà en tête dès mes études, voilà, la naissance physio, le suivi global, et une autre façon de pratiquer que ce qu'on m'inculquait à l'hôpital qui ne me convenait pas dès le départ. Qui est très utile, hein, mais c'était pas comme ça, moi, que je souhaitais exercer. Et puis, j'ai fait des stages quand même en libéral pendant mes études qui rapidement m'ont fait me dire que ça serait mieux pour moi de travailler avec cette liberté-là. Je suis curieuse aussi, tout à l'heure tu disais donc après que tu étais allée à Mayotte Oui, et puis que tu avais fait aussi un passage en PMI. oui. Je me demandais du coup pourquoi tu avais fait ce choix de la PMI. Est-ce que c'était un hasard ou est-ce que c'était pour peut-être justement faire face à un public différent ou... Je voulais un peu voir les différents modes d'exercice avant de me lancer dans le libéral, dont j'étais sûre que c'était pour moi. D'accord. Mais j'avais fait des stages pareils en PMI et je m'étais dit quand même c'est important quand tu essayes les différents types d'exercices comme ça, tu connais vraiment bien comment fonctionnent toutes les structures parce qu'après effectivement quand il faut orienter les familles, c'est bien de savoir qui fait quoi où et je trouve que il y a beaucoup de discussions autour du lien ville-hôpital en santé actuellement. Bah, c'est sûr que tout le monde a fait des études à l'hôpital, mais tout le monde n'est pas allé en libéral ou en PMI. Et quand on méconnaît un peu le travail des autres, en termes de relations, c'est moins bien. Et évidemment, pour les patients qui sont au milieu, c'est dommage parce que il faut tous qu'on travaille en synergie autour des familles. Et donc, j'avais vraiment par choix voulu faire de l'hospitalier, faire de la PMI pour vraiment connaître le système de l'intérieur. Ok. Oui, c'est sûr que tu avais beaucoup de cas différents après ça, quoi. Beaucoup d'expériences en tout genre. Voilà, et puis ouais, en PMI, t'apprends un peu aussi tout le fonctionnement avec les puéricultrices qui sont sur Ouais. les territoires après, avec un peu tout le volet social, assistante sociale. Voilà, c'est très intéressant aussi. Et puis à Mayotte, bah, je suis allée à l'hôpital et en dispensaire parce que pareil, c'est encore une autre façon d'exercer qui était passionnante. Et les femmes m'ont appris pareil, je leur dois une grande partie de mon métier. Enfin, de toute façon, on vous le doit toujours, hein. C'est toujours les femmes qui nous apprennent. Tous les jours, j'en apprends avec chacune. Hein. Oui. Mais j'ai beaucoup appris, voilà, à Mayotte aussi. Oui, j'imagine. Tu nous expliques que ton objectif, c'était le suivi global et la physiologie, malgré toutes les expériences en tout genre que tu as faites qui n'étaient pas forcément axées sur la physiologie. On se demande du coup comment est-ce que tu as connu les maisons de naissance? Est-ce que tu connaissais déjà donc quand tu voulais faire du suivi global ou non? Et qu'est-ce qui t'a amené vers cette opportunité?
J'avais pas forcément pensé aux maisons de naissance. Moi, j'avais plutôt pensé à accouchement à domicile. Ok. C'était mon choix en tant que maman. Puis j'ai eu la chance de rencontrer des sages-femmes très chouettes dans ma région qui pratiquaient l'accouchement à domicile. Donc c'était plutôt ça en fait au départ. Et puis un jour, un copain de ma promo a entendu parler du projet de maison de naissance, qu'on pouvait déposer des dossiers, et donc il a commencé à constituer un groupe. Et donc il m'a appelé, et moi au départ j'ai dit non, c'était sur Grenoble, c'est loin de chez moi, il y a beaucoup d'embouteillages de route, je me disais non, voilà. Et puis le lendemain j'ai dormi là-dessus, et le lendemain je me suis dit non mais n'importe quoi, bien sûr qu'il faut faire des maisons de naissance, mais oui, c'est super. C'est encore autre chose que l'accouchement à domicile, mais c'est une très bonne alternative, c'est un autre choix. Il y en a pas, il faut qu'il y en ait en France comme partout ailleurs. Donc oui, je connaissais quand même le principe, mais à la base, je m'étais pas dit, moi, je vais travailler en maison de naissance, on va en créer une, je sais pas quoi, ça a été vraiment un peu comme ça, quoi. Et puis ce projet sur Grenoble n'a pas fonctionné. Et comme moi, j'accompagnais les naissances à domicile et j'avais accès au plateau technique de Bourgoin, les collègues m'ont dit tu devrais demander à Bourgoin. Et un mois avant la date limite de dépose des dossiers, la sage-femme cadre m'appelle et me dit c'est bon. Je dis c'est bon quoi? C'est bon, fais ta maison de naissance. Oui mais attends, là je suis toute seule. Donc la date limite de dépôt c'est dans un mois. Donc rapidement j'ai appelé des collègues, on s'est soudés, on a fait un petit groupe et on a fait le dossier, on l'a déposé et puis c'est passé. Donc je dirais quand même qu'il y avait une part de hasard, et en même temps, est-ce qu'il y a vraiment du hasard? Je crois pas, on devait la faire, quoi. Parce que ça s'est vraiment fait en très peu de temps, mais tout s'est aligné, quoi. Oui, c'est intéressant que... Du coup, je pensais que tu parlais de la maison, puisqu'à Grenoble, maintenant, il y a la maison de naissance, la maison. Et du coup, c'est un autre projet encore Non, c'était un autre projet, ouais, qui était très purement avec des sages-femmes libérales du coin, et qui a eu des contacts avec une clinique et l'hôpital. Mais il n'y a pas eu d'adhésion des équipes pour ouvrir une maison de naissance, donc malheureusement ça n'a pas fonctionné. Du coup, l'hôpital partenaire n'était pas le même? Donc le projet c'était avec une clinique, puis avec le CHU de Grenoble, le premier projet sur Grenoble qui était avec des sages-femmes libérales. Donc non, c'était pas la maison, c'était une autre équipe. Ça marche. Oui, parce que parfois les équipes changent au sein même du même bâtiment, et du coup c'est là que les projets évoluent aussi parfois. Maintenant qu'on a une idée un petit peu de tout ce qui t'a amené à justement faire naître Femme, ton 3e bébé, on va venir parler un peu plus précisément, comme je le disais en introduction, de ton vécu, de la naissance du coup de l'enfant de Julie et Lionel, qui a eu lieu il y a très récemment 4 ans d'ailleurs. On en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à ce petit bonhomme. Et pour commencer déjà, est-ce que tu pourrais nous dire globalement, sans forcément rentrer dans le détail, ce dont tu te rappelles du suivi de Julie et de sa famille? Je me rappelle bien d'eux. Voilà, je me rappelle qu'effectivement, le suivi, tout s'est bien passé. C'était une grossesse bas risque, sans problème particulier. On avait une bonne communication, on était sur la même longueur d'onde. On était tous très heureux d'attendre cette naissance, eux l'accueil de leur bébé, et moi d'être présente avec eux pour à la maison de naissance. Voilà, il y avait rien de particulier. Et on le sait aussi, à un moment donné, vers les 6 mois, vous commencez aussi à proposer des séances de préparation à l'accouchement aux familles, et notamment dans les maisons de naissance, il y a souvent le sujet du transfert vers l'hôpital qui est abordé à un moment ou à un autre, que ce soit en consultation ou lors d'une séance dédiée à ça. Est-ce que vous avez évoqué ce sujet avec eux? Et si oui, est-ce que c'est quelque chose qui avait pris de la place ou qui était plutôt OK dans votre discussion? Alors, on évoque systématiquement le transfert, puisque ça peut arriver, même sur des pourcentages faibles, mais on ne sait jamais qui va être concerné. Et puis, j'aime bien toujours dire aux mamans, aux papas aussi d'ailleurs, en fait, on va ouvrir toutes les portes, y compris celles derrière lesquelles tu n'as pas du tout envie de regarder. Donc, on va parler de tous les événements imprévus. Alors, on peut jamais faire une liste exhaustive, mais on va quand même se donner quelques idées des choses qui peuvent se passer pendant le travail, qui peuvent nécessiter qu'on transfère vers la maternité, et pour lesquelles c'est très bienvenu d'aller dans une structure hospitalière, parce qu'on a besoin de leurs compétences à ce moment-là. Donc voilà, moi je parle toujours de ça en amont, en expliquant que c'est une chance d'avoir, si on a besoin de plus de médicalisation, d'y avoir accès, parce qu'il y a des pays malheureusement dans le monde où c'est pas le cas, et que voilà, l'hôpital nous permet cette sécurité-là, d'exercer comme nous on a envie, en vous laissant vous être complètement acteurs, et nous en surveillant que voilà tout reste dans la physiologie, et quand c'est pas le cas, d'aller chercher de l'aide médicale. Ouais. Et quand tu as évoqué ça, c'était OK pour eux? Est-ce qu'il y avait des signes d'inquiétude, ou est-ce qu'ils étaient plutôt OK avec cette philosophie, on va dire?
Comme ça, je me rappelle pas, mais forcément, même les parents qui au départ n'ont pas du tout envie qu'on parle du transfert à l'hôpital, d'une naissance par césarienne, enfin toutes ces choses-là. Parce que je leur dis, on va pas se cacher la tête dans le sable. En fait, ça peut arriver. Je peux pas. Moi, je suis pas Dieu, je peux pas prévoir d'avance qui va aller à l'hôpital ou pas, qui aura besoin de médicalisation ou pas. Donc, on va en parler. Et encore plus si t'es pas à l'aise avec cette idée. Et si on voit que c'est vraiment trop douloureux et qu'une sage-femme n'y suffit pas, on va réfléchir est-ce que par exemple, est-ce que t'as besoin de discuter de tout ça avec d'autres professionnels, type psychologue, parce qu'on maîtrise pas la naissance. Donc, il faut être prêt, en tant que parent, à accueillir notre bébé au mieux dans les circonstances parfois les plus adverses et grâce ce qui est nécessaire, quoi. Oui. Du coup, j'allais te demander justement comment vous arrivez à trouver l'équilibre entre une bonne préparation au transfert, accueillir cette idée, comme tu dis, de l'imprévu, qui peut arriver à n'importe qui, même sur des statistiques assez faibles, sans pour autant finalement inquiéter les patientes. Mais sur quelque chose en effet où ce serait difficile à accueillir, vous proposez d'avoir un suivi parallèle pour justement favoriser le fait que les choses soient le mieux comprises, acceptées avant d'arriver trop proche de l'accouchement. Je me demande, alors ça c'est une parenthèse qui ne concerne pas la situation de Julie, mais dans le cas où une femme ou une famille aurait vraiment des difficultés malgré un accompagnement supplémentaire à accepter l'idée du transfert, est-ce que ça pourrait remettre en question la pertinence de l'accouchement en maison de naissance? Bon, là, tu me poses une question difficile, je pense pas, mais en fait, quand tu refuses la situation, bien souvent, elle te tombe sur le coin du nez. Donc, moi, je dis ça aussi aux mamans. Il va falloir que ce soit OK pour toi, tous les types de naissances, même ceux que t'as pas du tout envie de vivre. Parce que encore une fois, je peux pas décider de ce que tu vas vivre. Et plus tu luttes contre une situation, plus tu vas le vivre difficilement, plus finalement, tu risques de passer à côté de l'accueil de ton bébé. Et en fait, j'aime bien dire aux parents, je te rappelle que l'essentiel, quand même, quand t'as fait un bébé avec ton partenaire, c'était pour accueillir cet enfant. C'était absolument pas pour accoucher à la maison de naissance avec moi. Ça n'a pas de sens. Donc je leur rappelle parfois juste l'essentiel et c'est vrai que ça a jamais donné lieu. Enfin, quand on se dit cette phrase, les parents en général ils me disent ah ouais non mais en fait t'as raison là. Bah oui, on s'en fout où ce soit exactement et avec qui et comment. En fait, tout ce qu'on veut c'est que ça se passe au mieux et que s'il y a une situation d'urgence, au mieux c'est à l'hôpital. Donc on y va, on prend l'aide, on prend ceux qui sont là. On remercie, on est content parce qu'on bénéficie de ça et puis voilà. Oui, je comprends. Donc ça pose rarement de problème quand on dit ça. Oui, en général, ça désamorce les... Voilà, tu fais pas un bébé pour accoucher à la maison de naissance, clairement pas. Oui, oui. Et après, l'autre chose, c'est que moi, en tant que mère et en tant que femme, j'ai vécu un transfert. Donc j'explique aussi parfois aux parents quand vraiment je vois que c'est trop dur pour eux, mon vécu personnel, parce que des fois, c'est bien d'être à égalité aussi. C'est vrai. Pas forcément une grande différence soignant-soignant. Enfin, pour moi, dans l'exercice que je fais, non, ça me dérange pas de dévoiler des choses aussi de ma vie plus personnelle. Si je vois que ça pourrait aider une maman, parce qu'après tout, c'est une autre mère, une autre femme. Et moi aussi, je suis une mère et une femme aussi avant d'être une sage-femme quand même. Ça me définit bien plus d'ailleurs qu'être sage-femme, mais être mère. Donc du coup, je leur dis aux mamans, je change de casquette. Et parfois, je vais raconter cette histoire de transfert personnel que j'ai vécu en expliquant à quel point je suis heureuse que mon fils soit là. Et j'ai donné naissance à cet enfant dans des circonstances complètement adverses que vraiment j'aurais jamais imaginées. Mais au final, qui étaient parfaites, quoi. J'ai accouché dans une pièce pleine de monde, pleine de lumière, avec tout le monde qui courait pour savoir si on allait faire une césarienne ou pas. C'était quand même pas tout à fait le scénario que j'avais rêvé. Et au final, je me suis dit non mais stop quoi. Pareil, il y a rien qui va me gâcher l'accueil de cet enfant. Il va naître de la façon qu'il doit. Et moi, je vais rester vraiment concentrée dans mon job de mère à accueillir ce bébé et à lui faire le plus bel accueil que je peux, bien que ce soit des circonstances que j'ai pas choisies. Au final, tous ces gens autour de moi, c'est nos amis. Si on a besoin d'eux, ils sont là. Si on n'a pas besoin d'eux, ils vont sortir de la pièce et tout va bien aller. Et voilà, donc finalement, j'ai donné naissance à mon fils comme ça. Et j'ai que des souvenirs internes parce que j'ai fermé les yeux pour pas voir tout ce monde en me disant mais c'est bon, c'est ok, ils sont ok ces gens autour de moi. Et après, voilà, j'ai vraiment des souvenirs de son visage à lui, de son accueil, de la joie que j'ai eue à ce moment-là et que je me suis pas laisser embarquer dans la déception que ça se passe pas comme moi j'avais envie que ça se passe. Je me suis dit c'est maintenant, c'est tout de suite et donc ça va être tout de suite et ça va être très bien. Moi je pense que c'est très intéressant comme tu dis quand vraiment tu fais face à une femme pour qui c'est difficile. Le fait que tu aies cette capacité à partager ton vécu, ça peut aussi avoir du sens. Ça aussi montre à quel point t'as beau être sage-femme, c'est pas ça qui te donne la possibilité d'avoir l'accouchement que t'as choisi. Comme tu dis, finalement, l'histoire se déroule comme elle a besoin de se dérouler. Et, c'est ça. Écoute, merci aussi de nous avoir fait part de ça, parce que ça reste touchant.
on choisit pas, on maîtrise pas. Et la naissance, c'est ça, tu maîtrises pas, t'acceptes. Et mes enfants m'ont permis d'accepter tellement de choses que je savais pas que ce serait possible, même pour moi, d'accepter, que je les remercie tous les jours d'être là et puis de m'avoir poussé comme ça dans mes retranchements et poussé en avant finalement. Et je transmets ça aussi aux parents, que en fait la parentalité c'est ça. Bien sûr, si ça peut se passer comme on a envie tous, dans une ambiance très chouette, avec bien sûr le plus de respect possible et le moins d'intervention possible, c'est parfait. Mais parfois il va falloir sortir toute l'artillerie. Il y aura besoin de tout ça et ça sera bien quoi. Tant pis, s'il y a besoin, on prend. Oui, je trouve que c'est une belle pensée et c'est intéressant que tu le partages ici. Pour en revenir un petit peu plus à Julie, à l'époque de sa grossesse, c'était en période de Covid, donc il y avait le pass sanitaire qui était en vigueur, tout un tas de contraintes en fait pour rentrer justement dans les maternités, dans les hôpitaux. Et elle nous avait expliqué dans son épisode qu'elle avait pas voulu faire la visite avec l'anesthésiste parce que ça impliquait le fait de faire un test PCR à l'époque. Comment vous gérez ça quand une maman face à des situations un peu exceptionnelles se retrouve dans ça, sachant que légalement, de toute façon, ce rendez-vous n'est pas obligatoire. Donc, elle franchit pas non plus une barrière légale, mais vous, comment vous gérez ça en tant que sage-femme de maison de naissance? Ben, là, c'était vraiment des circonstances exceptionnelles. En général, oui, on demande aux mamans, parce qu'elles veulent pas d'anesthésie, d'aller voir un anesthésiste, parce que si on en a besoin d'une, ce sera en urgence, donc ça sera pas vraiment le moment de discuter des antécédents, des complications possibles et tout ça. Donc c'est vrai qu'on insiste pour cette visite. Après là, voilà, la période Covid, c'était vraiment des circonstances exceptionnelles. Il aurait jamais dû être admis par aucun soignant de refuser des gens dans un hôpital. Donc voilà, après, moi, j'étais pas d'accord avec ce qu'on demandait aux soignants de faire, de trier des patients, de demander des conditions d'accueil pour le soin. Le soin, c'est inconditionnel. J'ai prêté serment d'Hippocrate. J'ai promis devant témoins de soigner tout le monde et je voyais pas comment on allait exclure des gens. Donc ça reste voilà une période très particulière et donc Ouais. probablement qu'on s'est dit que voilà de toute façon là les soignants dérogeaient à leurs obligations et que ma foi tant pis moi j'aurais pas contraint qui que ce soit à faire quoi que ce soit pour pouvoir accéder à des soins. Ça me semble toujours aussi illogique et inacceptable et non déontologique surtout et complètement contraire à tous les principes du soin pour lesquels on a prêté serment. Je comprends bien ta position. Est-ce que vous avez des alternatives qui sont possibles de proposer ou en fait, c'est juste, comme tu disais, on demande aux mamans en général, dans des circonstances normales, de le faire parce qu'il n'y a pas d'autre alternative pour prévenir au mieux les antécédents et la meilleure anesthésie en cas d'urgence, quoi? Non, c'est très important de faire cette consultation d'anesthésie. Alors c'est vrai que quand les mamans, elles ont été suivies plusieurs fois à la maison de naissance et elles me disent « mais j'ai déjà un dossier », oui, mais en fait, il est archivé, donc il est pas là. Et donc nous, quand on arrive, il faut qu'il soit là en version papier, physique, c'est comme ça. Donc on le refait, les antécédents peuvent changer, les questions peuvent changer. Donc c'est vrai qu'on demande quand même aux mamans de le faire. Après, là, à l'époque, après, ils avaient mis en place finalement des téléconsultations parce qu'en vrai, ils avaient des moyens aussi Oui. de pouvoir proposer des soins, même à distance, parce que finalement, le plus gros de la consultation d'anesthésie, c'est l'échange sur les antécédents, sur les questions du patient. Et là, en visio, s'il faut ouvrir la bouche, on arrive à voir quand même si on voit Oui. le fond de la gorge de la femme ou pas. Donc en fait, le plus gros de la consultation est réalisable. Donc après, ça avait été mis en place en partie. Oui, et comme tu dis, en fait, il y a une grande partie administrative. Donc ça peut tout à fait être fait en distanciel, sans grande Une partie difficulté. d'échange en tout cas qui pour moi est essentielle dans la consultation d'anesthésie. Ouais. C'est quand même aussi, voilà, pour les familles, un moment où tu peux poser des questions, voilà, parce que nous, on explique le transfert côté sage-femme, côté obstétrical. On parle un peu de l'anesthésie, mais moi, je suis pas anesthésiste. Donc, c'est vrai que quand les mamans ou les papas ont des questions très précises, un anesthésiste est parfait pour répondre à leurs questions. Donc, c'est quand même important. Ah c'est sûr qu'il y a personne de mieux placé que le spécialiste en la matière. Voilà. On sait aussi qu'il y a un lien entre la maternité partenaire du coup et la maison de naissance, que vous faites régulièrement des réunions pour débriefer très probablement de vos pratiques respectives. Je connais moins bien du coup le fonctionnement de femmes, mais j'ai idée que toutes les maisons de naissance ont plus ou moins ces réunions de manière récurrente. Est-ce que ce genre de situation où à un moment donné il y a un refus quelconque, même en cas de situation exceptionnelle, comme c'était le cas dans le contexte du Covid, est-ce que ça pourrait soulever des difficultés particulières dans la coordination et le lien à l'équipe hospitalière? Ça pourrait, mais au final, ça se passe pas parce que vraiment là, c'était vraiment une période absolument exceptionnelle, quoi.
hormis à ce moment-là, on pourrait avoir des problèmes. Effectivement, si toutes les familles refusaient d'aller faire une consultation d'anesthésie, qu'on ait des transferts en urgence, ça mettrait en difficulté les équipes. Donc non, ça se passe bien parce que voilà, les familles comprennent, même si parfois les mamans ont pas très envie d'aller à cette consultation, mais on leur dit voilà, c'est quand même pour ta prise en charge en cas d'urgence. On pourra pas te poser des questions. Enfin, on le fera si on n'a pas le choix, mais c'est vraiment un retard de prise en charge pour toi. Donc d'abord, la première quand même raison d'y aller, c'est pour toi, pour qu'on ait ce dossier en cas d'urgence. Et après, effectivement, oui, c'est aussi parce que ça permet des bonnes relations avec la maternité partenaire pour pas, eux, les mettre en difficulté dans l'organisation, parce que parfois, ce qu'on vous explique, c'est que nous, on est 2 sages-femmes pour une famille. Quand on arrive en maternité, ils ont parfois une charge de travail déjà très importante. Ils vont devoir gérer une situation d'urgence avec laquelle il faudra composer en plus de tout ce qu'ils ont déjà à gérer. Et donc, si en plus on les met en difficulté, même de ne pas avoir de dossier, on peut pas. Et c'est vrai que quand on explique ça, ça se passe très bien. Donc voilà, juste là, c'était des circonstances complètement exceptionnelles. Oui, bien sûr. Qui sont absolument pas comme d'habitude. Et sinon, voilà, on n'a pas de difficulté avec la maternité partenaire par rapport à ça. Nous, ça se passe plutôt bien. Bon, tant mieux. Plutôt très bien, même. Avant d'entrer dans le récit du jour J et de toute ton aventure avec Julie et Lionel, est-ce que tu peux nous rappeler si tu nous as dit tout à l'heure que la grossesse se passait bien, qu'il y avait rien de particulier, donc en fait, par rapport à ce qui va se passer dans le jour J, il y a rien d'annonciateur qui aurait pu te mettre la puce à l'oreille et tout avant le début de la mise en travail? Non, moi j'ai rien vu de particulier et les parents non plus a priori, puisqu'on vous demande s'il y a quelque chose de particulier d'appeler vos sages-femmes le dernier mois. Évidemment. Donc on s'est vu, moi je n'ai rien décelé et les parents ne m'ont alerté sur rien, donc pour nous tout allait bien jusque-là. À savoir que quand tu dis on peut le dernier mois, c'est que à la consultation des 37 semaines d'aménorrhée, vous donnez le téléphone d'astreinte et en effet, vous êtes joignable 24/7 par les parents à la moindre alerte et au besoin. Voilà. Il n'y a pas que pour la naissance, on dit toujours pareil, si vous êtes inquiet de quelque chose, si ça ne va pas, il faut appeler. Oui. Donc là, on n'était pas inquiets ni les uns ni les autres. Est-ce que tu peux du coup nous raconter ce dont tu te souviens de cette naissance et de la façon dont les choses ont commencé et de l'ambiance ce jour-là? Comme c'est une situation marquante pour la famille, pour vous tous, mais pour moi aussi, oui, je me rappelle quand même pas mal de choses de cette naissance. C'était la veille d'un jour férié, et le terme était ce jour férié. Et donc, du coup, à partir du jour du terme, on fait une surveillance avec un monitoring et une échographie pour vérifier la quantité de liquide qui nous indique si le placenta fonctionne encore bien. Et donc, on avait convenu que, puisque ça tomberait un jour férié, Julie irait faire son échographie la veille avec l'échographiste qui travaillait ce jour-là. Et donc, elle est allée faire son échographie. Et en sortant de l'échographie, dans l'après-midi, elle m'a téléphoné pour me dire que il y avait un souci à cette échographie et qu'il y avait quasiment plus de liquide amniotique, ce qui n'est pas OK. Donc là, on s'est dit, là, il faut se voir. Je lui ai dit, je vais venir tout de suite, en fait, te voir ce qui se passe, parce que effectivement, c'est pas une situation normale. Donc, il faut faire quelque chose. Donc, je me suis rendue chez eux, on a fait un monitoring, on a écouté le cœur du bébé, on a tout rechecké. Et puis, on s'est posé la question, effectivement, est-ce que tu vas à la maternité ou pas? Parce que voilà, dans cette situation-là, peut-être qu'il serait bien d'y aller. Sauf qu'il y avait quand même quelques contractions. Et du coup, on s'est dit, les parents avaient envie de se donner un petit peu de temps à la maison, de tenter une séance d'acupuncture, parce qu'ils avaient quelqu'un qui s'était proposé de leur en faire une ce jour-là. Et pour essayer de voir si ça pouvait un peu accélérer les choses et qu'elles se mettent en travail. Donc à ce moment-là, c'est le choix qu'on a fait. On s'est dit, OK, il est 15h, on va se donner un petit moment. Vous allez vous mettre dans votre bulle, vous allez faire cette séance d'acu et on va essayer de faire en sorte que ça démarre parce que ça a l'air de vouloir se lancer là le plus vite possible. Mais par contre, on n'attendra pas comme ça sans surveillance. Donc j'ai dit, moi je reviens. Je vais aller faire quelques visites et je reviens à 20h voir ce qui se passe chez vous parce que pour moi, ça va nécessiter surveillance et ça pourra nécessiter à ce moment-là départ à la maternité si rien ne s'est mis en route parce qu'en fait, il va falloir que tu accouches là quand même très rapidement. Mais comme tout était plutôt correct, on s'est dit, on va se donner ces quelques heures-là qui, pour les parents, permettent d'accepter cette situation, de se préparer là à cette naissance qui va devoir advenir là. Donc, on était dans l'idée que voilà, si ça démarrait pas, il y aurait probablement un déclenchement le soir ou le lendemain matin à la maternité. En fait, qu'on se donnait quelques heures pour qu'ils puissent se mettre dans leur bulle, accepter et qu'on surveillait quand même, que j'allais revenir quelques heures après et qu'on ferait un point. Est-ce qu'il y a une préconisation de délai particulier
de la HAS ou de l'OMS, ou tu vois, de dire à partir du moment où la quantité est trop faible, vous avez tant d'heures pour commencer le travail actif ou... Non, il y a pas tant d'heures, tant de jours. Ok. C'est juste que voilà, c'est pas une situation normale, donc il va falloir accoucher. Ok. Donc il y aurait pas eu de contraction, de toute façon il serait parti à la maternité à ce moment-là. Et simplement, ce qui nous a fait dire on se donne quelques heures, c'était quand même qu'il y avait quelques contractions et que du coup, parents avaient envie d'avoir un peu ce temps-là. Et moi, ça me semblait pas déraisonnable de se donner quelques heures. Parce que l'envoyer être déclenché finalement avec des contractions, ils allaient rien faire de plus. Et est-ce que on n'avait pas une chance que le travail se lance un peu mieux à domicile, et en se disant on va quand même surveiller parce que de toute façon oui, c'est pas une situation hyper physiologique, mais comme il y a des contractions, ils vont pas faire non plus peut-être tout de suite un déclenchement à la maternité. Oui. Voilà, donc il y en aurait pas eu, elle y serait allée pour être déclenchée. Il y en avait, on s'est dit bon allez, on se donne quelques heures, ils se mettent dans la bulle, on essaie que ça se lance tout seul, et ce qui serait déjà super bien, et on revoit ce que ça donne, parce que si ça se lance pas, il faut aller à la mat. Et si toutefois il y a quelque chose qui nous semble anormal, il faudra aussi aller à la mat. Et il était quelle heure à cette heure-là? Donc il est à 15h à peu près, j'étais chez eux et puis on s'est dit ça et on s'est dit que je revenais à 20h. Ok. Et du coup, il s'est passé quoi ensuite? Alors après, moi je suis repartie faire mes visites et je suis revenue dans la soirée comme prévu. Ils avaient fait leur séance d'acupuncture, ils étaient, je pense, beaucoup plus détendus et sereins à l'idée éventuellement que peut-être faudrait aller à la maternité. Et puis il y avait encore un peu plus de contractions, donc ils étaient dans l'idée que ça y est, le travail est probablement démarré et que c'était pas encore fort ni avancé, mais que peut-être ça y est, ça se mettait en route et c'était très bien parce qu'il fallait que ce bébé naisse là de toute façon rapidement. Et donc en fait, moi je suis arrivée avec mon monitoring pour écouter le cœur du bébé et voilà, j'ai posé ma question toute bête qu'on pose toujours. Tu m'as dit que t'as fait l'acu, t'as des contractions, c'est bien, et comment va ton bébé? Parce qu'on demande toujours ça, comment va ton bébé? T'as senti des mouvements, il te semble bien comme d'hab? Et là, en fait, j'ai vu le visage de Julie et je me suis dit, oh, il y a un problème parce que là, je l'ai vu presque se décomposer et me dire, mais non, en fait, maintenant que tu me poses la question, je sais pas. Et je crois que je l'ai pas senti bouger depuis que t'es partie. Alors que moi, quand j'étais là, il y avait des mouvements, pareil, donc on s'était donné un peu ce temps. Oui. Et donc là, je lui dis non, mais alors là, c'est pas ok du tout. Donc tout de suite, viens, mets-toi sur ton canapé, on va faire un bout dans ton lit, on fait un bout de monitoring, on écoute tout de suite bébé parce que là, ça me va pas du tout que tu me dises qu'il y a pas de mouvement et que tu saches pas s'il va bien, c'est pas du tout ok. Et donc là, tout est allé très vite. Elle s'est allongée, on a écouté le cœur du bébé. Tout de suite, il y avait des signes pour moi qui n'étaient pas normaux. De toute façon, l'absence de mouvement depuis quelques heures était pas rassurante. Et le monitoring était pas ok. Donc très rapidement, je leur ai dit voilà, là ça va pas, il faut aller à la maternité maintenant, rapidement. Donc voilà, c'est pas un transfert où on était à la maison de naissance avec un travail démarré, on était sur un tout petit début de travail à domicile. Et pourtant, il fallait partir rapidement. Donc j'ai tout de suite appelé ma collègue de la salle d'accouchement pour lui dire voilà, j'ai cette situation, ces parents qui vont arriver tout de suite. Là, nous, on est à une demi-heure de route, ils arrivent. Et prépare-toi, voilà, à les recevoir. Et pour moi, c'est une vraie urgence. Et donc ma collègue, tout de suite, qui est une collègue que j'apprécie beaucoup, qui est c'est vraiment une très bonne sage-femme, très empathique, très gentille avec les parents, tout ça. Bon, de toute façon, elle a perçu mon inquiétude et elle m'a dit pas de problème, qu'ils arrivent tout de suite, je les attends. Et donc là, on s'est tous mis en branle et on est partis très vite. Je crois qu'on a tous attrapé les valises, je les ai aidés à charger. Je leur ai dit voilà, vraiment maintenant, vous y allez tout de suite parce que là, votre bébé montre des signes que ça ne va pas. Et donc, alors peut-être que le tracé va s'améliorer le temps que vous arriviez, on serait bien content. Et si ce n'est pas le cas, de toute façon, là, il faut médicaliser, il faut que la naissance advienne rapidement. Donc, prenez toute l'aide médicale là qui va vous être proposée parce que c'est une situation d'urgence et il y en a besoin. Et puis voilà, ils sont partis à la maternité. Et du coup, toi, t'es restée ou tu les suis à ce moment-là? Alors à ce moment-là, moi, je suis rentrée chez moi parce que je pouvais pas. J'aurais pu les suivre, mais elle était pas en travail sur le point d'accoucher parce que c'est vrai moi j'ai une caisse d'urgence dans ma voiture avec de quoi réaliser un accouchement sur le bord de la route, si jamais ça se produit. Mais là, elle était pas en fait en travail vraiment. Oui. Donc là, l'urgence c'était qu'elle arrive le plus vite possible à la maternité, qu'ils puissent faire le point et voir quelles allaient être les modalités de naissance, quoi. Oui. Donc là, je ne suis pas allée avec eux et puis j'ai attendu les nouvelles. Ouais, ça devait être dur. Dans les moments comme ça, là, où tout s'est accéléré d'un coup, comment est-ce que tu arrives à garder ton calme et à poser les bons gestes tout en restant présent pour les parents qui, eux, font face aussi à l'urgence, peut-être même se retrouvent tétanisés. Il peut y avoir toutes sortes de réactions, j'imagine aussi à l'urgence. Comment tu guides tout ça?
Pareil, vaste question. On fait ce qu'on peut, hein. On est des humains avant tout. Donc voilà. Par contre, on a été formés. Moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que c'est ma formation de sage-femme, hein, qui, pour le coup, là, me vient de l'hôpital. Hop, tout de suite, on identifie qu'il y a un problème et tout de suite, on agit. Et c'est vrai qu'on est formé à ça. Et ça, c'est quand même très très bénéfique dans les cas d'urgence de se dire voilà, là, on se pose pas de questions, on n'a pas d'état d'âme. Il faut faire, on fait. Donc là, il faut alerter, je le fais. Il faut que ses parents se rendent vite à la maternité. Et peu importe la difficulté émotionnelle là du moment, peu importe, faut partir. Donc je pense que les gens nous lisent très bien, hein, parce que je suis c'est assez lisible sur mon visage. Donc ils ont, je pense, très très bien vu mon inquiétude, parce que j'étais très inquiète en fait à ce moment-là. Et dans ce cas, tout le monde ne se pose pas de questions ou quoi. On y va, il faut y aller, on y va. Et les parents, vous suivez, parce que de toute façon, voilà, si tu vois ton professionnel de santé qui est inquiet, c'est qu'il y a une réelle inquiétude, c'est pas par plaisir. Donc voilà, il faut faire ça, on le fait. Et donc je pense que voilà, ils sont partis et c'était ce qu'il fallait faire. Ouais. Et on s'est tous mis dans le mood, on y va, quoi. Et surtout, souvent, on nous parle de la confiance établie aussi avec la sage-femme, avec, comme tu disais, le professionnel de santé qui nous a suivis pendant plusieurs mois. Et du coup, il est en effet souvent le baromètre à l'urgence, quoi. Et les femmes se sentent rassurées quand la sage-femme se sent rassurée, et forcément comprennent qu'il y a urgence quand l'état de la sage-femme le montre aussi, quoi. Oui, c'est l'idée. On n'est pas, on fait pas ce travail en étant stressé, parce que sinon, pour moi, ce serait pas possible de le faire. Mais une vraie situation d'urgence est une vraie situation d'urgence. Donc là, il y a du stress, il y a de l'adrénaline pour tout le monde, ce qui est strictement normal. Et là, ce qu'on vous explique toujours aussi avec la physiologie des hormones, l'adrénaline, elle peut être très bienvenue. Et là, elle est très bienvenue parce qu'il faut réagir. Alors oui, on pourrait être tétanisé, mais là, ils l'ont pas été. Tout le monde a couru vers cette voiture et est parti le plus vite possible, quoi. Enfin, c'était, là, tu réfléchis pas, quoi. C'est l'instinct Moi, de je survie qui réfléchis prend pas le en tant que dessus. professionnel, voilà. Et les parents, je pense, tu réfléchis pas à ce moment-là. On te dit, faut y aller, ça va pas, ça s'entend à l'oreille, tout le monde le sait, on part, quoi. Et on se dépêche parce qu'il y a rien d'autre à faire. Oui. Mais ça, c'est vrai que moi, je l'ai beaucoup vécu à Mayotte, parce que j'ai travaillé dans un dispensaire où, de la même façon, il n'y a pas de médecin sur place et il faut se rendre en ambulance en ville à 30 minutes de route. Donc nous, on doit prendre des décisions dans l'urgence. Est-ce qu'on reste et on fait advenir la naissance le plus vite possible? Est-ce qu'on part? Parce que là, en fait, il va falloir toute une équipe médicale beaucoup plus lourde que ce qu'on a sur place, parce qu'il y a d'autres gestes médicaux à faire. Instruments césarienne, enfin. Et c'est vrai que probablement c'est là que j'ai appris vraiment, à prendre des décisions de transfert, parce que sinon c'est pas une pratique qu'on a dans notre formation, puisqu'il y a pas beaucoup de lieux où on transfère, quoi. C'est accouchement à domicile, maison de naissance, dispensaire, mais sinon les autres lieux, il n'y a pas forcément de transfert, quoi. Oui. Donc voilà, l'idée c'est pas du tout de paniquer, mais c'est d'avoir une information très claire. Ça ne va pas, je suis inquiète, ça ne va pas du tout comme situation là ce qui se passe, donc on va chercher de l'aide. Ouais. Du coup, tu nous disais que tu étais rentrée chez toi. Comment se sont passées les heures qu'on suivit pour toi? C'était le soir, j'imagine que tu avais plus de consultations, mais comment tu as vécu les heures d'attente? Est-ce que tu as eu aussi l'occasion d'avoir des informations par le personnel médical? Comment ça se passe pour toi à ce moment-là? Ah bah oui, tu rentres, t'attends. Moi, évidemment, je suis inquiète, je peux pas faire autrement. J'attends qu'une chose, c'est de savoir que ce bébé est né et qu'il va bien. Je peux pas appeler toutes les 5 minutes mes collègues parce que il faut qu'elles prennent en charge cette famille. Donc j'attends. J'attends et puis voilà, au bout d'un moment, quand je me dis bon là ils ont dû arriver, là il y a dû avoir une prise en charge, alors j'appelle, parce qu'à un moment c'est trop. Enfin moi je peux rien faire d'autre. Je suis dans l'attente évidemment, parce qu'on se soucie de vous, de vos bébés, et que c'est impossible pour moi d'aller me coucher et d'espérer dormir. C'est hors de question. Donc voilà, moi j'attends l'annonce de cette naissance. Je m'attends pas à ce qu'elle soit faite par les parents. Dans ce cas, j'appelle la sage-femme que j'ai eu au téléphone, voilà, au bout d'un moment, pour me dire bon là, ça fait un certain temps, elle a dû recevoir ses parents, elle a fait le point, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils font. Et donc là, j'ai appelé ma collègue qui m'a donné les infos, quoi. Que en fait, le tracé était pas non plus mieux à l'arrivée, et que rapidement la décision de naissance par césarienne a été prise, et que c'était ce qu'il fallait faire parce que le bébé a eu des difficultés d'adaptation. Oui, il a eu besoin d'avoir des gestes plus poussés. Voilà. Ça, vous pouvez entendre toute cette partie de toute façon dans l'épisode de Julie qui raconte en détail ce qu'elle a vécu elle sur place. Et je me demandais si tu avais à ce moment-là pris le temps ou eu l'occasion de parler à tes collègues de ce qui venait de t'arriver, ou si finalement sur le moment t'étais plus branchée sur la situation et que ça t'est pas venu
à l'idée de débriefer avec tes collègues? Non, là, j'ai pas débriefé, c'était le soir, c'était pas le moment. Ça peut nous arriver effectivement sur une situation d'urgence d'avoir envie d'en parler avec des collègues, mais là, voilà, j'attendais juste les nouvelles, de savoir comment ça allait pour ce bébé. Tu viens de nous évoquer le fait qu'il y avait besoin de faire des gestes spécifiques et en l'occurrence, au moment où le bébé naît, de ce que Julie nous raconte, il y a un besoin de réanimer, il y a des difficultés respiratoires et votre maternité partenaire n'avait pas le niveau de compétences requises, donc ça nécessitait un transfert en maternité niveau 3. Toi, tu es dans cette période d'attente, tu viens d'avoir ta collègue qui te dit qu'il y a eu cette naissance par césarienne, etc. Est-ce qu'après tu continues d'avoir des nouvelles par rapport à ce transfert dans le transfert? Ou est-ce que tu perds un peu le fil de cette histoire? Comment, toi, tu vis finalement la suite de ce suivi à distance? Bah, nous, on est dans l'expectative, donc non, je peux pas sortir ça de ma tête, hein. Moi, j'attends de savoir, que cet enfant va aller bien. Là, il a une difficulté, OK, il a besoin d'aller dans un centre de soins, niveau 3, ça peut arriver, pour n'importe quelle naissance. Mais du coup, tu l'as su en temps réel, ça? Oui, moi, j'ai Ok. su par mes collègues après. J'ai su qu'il y avait un transfert et après, alors là, tu vois, je me souviens plus trop parce que ça fait 4 ans, donc je sais pas si j'ai rappelé plus tard dans la soirée, si c'est ma collègue de salle d'accouchement qui m'a rappelé, si c'est simplement je l'ai eu le lendemain matin. Mais quand c'est comme ça, moi, je laisse les parents déjà gérer ce qu'ils ont à gérer, c'est assez dur pour Ah vous. bah c'est sûr. Et je passe par mes collègues de salle d'accouchement qui, elles, comme elles sont à l'initiative du transfert, ont les nouvelles et m'en donnent parce que Oui. voilà, on travaille T'en as quand même régulièrement, c'est pas 2 ou 3 jours après que tu sais. Non. On a vraiment, on est toutes sages-femmes, on a toutes envie d'agir au mieux pour les couples et les familles. Et une collègue sait qu'il y a une situation d'urgence, que moi je suis dans l'expectative, elle va me donner des nouvelles, quoi. Ok. Oui. On a vraiment un bon partenariat pour ça parce que c'est quand même très important. Et ensuite, alors c'est après les jours suivants que moi, par contre, effectivement, je peux prendre des nouvelles auprès des parents pour leur témoigner mon soutien quand même, ce qui est important. Pareil, là après, on est en contact avec la famille. Mais au départ, je passe par l'équipe médicale pour pas déranger les parents, quoi. Oui, pendant la situation d'urgence, comme tu dis, tu laisses la priorité au fait de régler l'urgence et après tu peux revenir vers la famille. Voilà. Du coup, comme tu nous le disais, il y a eu donc une césarienne, il y a eu séjour à la maternité et plus encore puisque le bébé n'allait pas bien à la naissance. À quel moment tu es revenue dans le parcours de Julie? Est-ce que du fait que son fils soit hospitalisé, finalement tout le reste est revenu à la maternité, ou bien tu as eu l'occasion de reprendre le suivi postpartum avec elle? Si oui, à partir de quand et comment ça s'est passé? Alors de toute façon, pareil, on a été en lien pour les nouvelles régulièrement parce que tous les jours la situation d'un bébé ça évolue, donc c'est vrai qu'on a besoin d'échanger. Moi, ça m'importe vraiment, que cet enfant aille bien, que ses parents aillent bien, donc pour moi prendre des nouvelles c'est très important et puis témoigner du soutien à la famille c'est très important. Et ensuite, bien sûr, dès que si la maman rentre chez elle et qu'elle a besoin, je la vois. Dès que le bébé rentre, on se revoit. En fait, le suivi, il s'interrompt pas. C'est pas parce que la naissance, elle a été médicalisée, que ça s'est pas passé comme on espérait, que notre relation s'arrête. Oui. On reste dans l'engagement. Moi, je reste en tant que sage-femme dans l'engagement que j'ai pris d'accompagner cette famille, quoi qu'il se passe. Donc, je dis toujours aux parents, je suis à leur disposition. Et donc, quand tu rentres et que tu as besoin, tu me le dis. Donc là, effectivement, nous, on s'est revus aussi après à la maison avec le retour du bébé. J'y suis allée plusieurs fois, tant que, en fait, les parents avaient besoin, pour toutes les questions, redébriefer sur la naissance et puis faire ce suivi de ce bébé comme pour tout bébé, la prise de poids, la mise en place de l'allaitement, enfin tout ce qui est important pour les familles, quoi, tous les besoins qu'ils ont d'une sage-femme qui vient chez eux, quoi. Oui. Et il a été hospitalisé combien de temps? Au bout de combien de temps tu as eu l'occasion de les revoir du coup à leur domicile? Mais là, j'ai pas tous les éléments, je sais plus parfaitement toute tête, mais je crois que c'était 18 jours, l'hospitalisation elle a été longue. Et donc on s'est revus après à la sortie parce que dès que les parents sortent, on y va, quoi, comme c'était prévu initialement, de toute façon. Du coup, tu disais que tu as eu l'occasion de débriefer notamment de l'accouchement. Vous êtes revenu sur ce qui s'était passé, en tout cas, j'imagine à partir du moment où tu es venu chez eux à 20h ce jour-là.
Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Est-ce que toi, tu leur as fait part de l'effet que ça t'avait fait aussi, ou c'est quelque chose que tu gardes plutôt pour toi? Comment vous débriefez de ce moment-là aussi intense? Mais pareil, c'était il y a plusieurs années, donc alors te dire le contenu de notre discussion, de nos émotions, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que voilà, moi, quand je suis inquiète, de toute façon, c'est pas souvent et ça se voit. Donc les parents sont au courant et je m'en cache pas. Je veux dire, si c'est une situation, comme on en a parlé avant, moi, une situation inquiétante, faut que, en tant que parent, vous le compreniez que ça m'inquiète, parce que sinon, comment tu vas aller prendre des décisions médicales, faire des soins invasifs, si les parents n'ont pas compris l'importance de le faire à ce moment-là? Comment tu vas consentir à des soins si tu comprends pas que la situation est urgente? Donc voilà, moi j'ai eu peur sur cette situation, c'est vrai, et là je m'en suis pas du tout cachée auprès des parents, parce que pareil, on est humain, on échange, ça se lit sur notre visage, voilà. Après, on a fait ce qu'on pouvait, ce qu'il fallait à ce moment-là, pour que la prise en charge soit la plus rapide et la mieux possible. Après se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Ça sera toujours une question, on se dit toujours: «Ah oui, est-ce qu'il fallait y aller quelques heures avant?» Mais bon, à ce moment-là, c'était plutôt rassurant. Est-ce que Oui, on en parle dans l'épisode qui précède le tien, là. On parle notamment de tous les points cliniques. En fait, comme tu disais, le monito était OK la première fois, en tout cas que tu y étais allée, c'était OK, le bébé bougeait. Enfin, cliniquement, il y avait tout qui fonctionnait. Donc, c'est vraiment entre les deux qu'il s'est passé quelque chose que vous ne maîtrisiez pas, quoi. c'est ça, donc bon, on n'a pas regretté de pas s'être dit: «On verra demain», hein, parce que c'était pas une situation pour moi qui nous permettait de dire: «On verra demain». On a bien fait de pas avoir demain. Après, peut-être qu'on a eu de la chance aussi, parce que ce terme était prévu le jour férié et qu'on a vu qu'il y avait une alerte, qu'on s'est mis dans la vigilance suite à l'échographie, qui sinon aurait été programmée que le lendemain. Alors pareil, est-ce que là, il y aurait une baisse de mouvement qui aurait alerté les parents ou pas? Je ne sais pas. Toujours pareil, est-ce que voilà, avec des est-ce que, des si, Ah oui, c'est sûr. on se pose toujours la question du scénario. Est-ce qu'il aurait pu être différent? Peut-être. Est-ce qu'il aurait pu être mieux? Peut-être. Est-ce qu'il aurait pu être pire? Également aussi. Donc, Oui. et oui, j'ai pas de réponse pourquoi cette situation-là s'est aggravée très très vite. Sur Bon, les ben, circonstances, quoi. Oui. voilà, ça fait partie des choses des fois on s'explique Ça fait pas. partie de ce qu'on maîtrise pas sur la naissance aussi, comme on disait. Et du coup, après coup, comment tu considères avoir vécu ce moment, même les jours qui ont suivi pour toi, enfin après ces 18 jours après le débrief que vous avez pu avoir, les mois qui ont suivi, comment toute cette expérience t'est restée? Et surtout, est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir un espace pour en parler ou débriefer après coup, poser un peu ce que tu avais pu ressentir et faire redescendre peut-être la pression qui était montée très vite à ce moment-là? Ben après, on a toujours des échanges entre sages-femmes régulièrement, à chaque fois qu'il y a des situations qui nous questionnent. Donc il y a toujours un aspect très technique, très médical, factuel. Voilà, il y avait ça, 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 ça. Voilà la conduite à tenir qu'on a choisie. Quelles étaient les autres conduites à tenir possibles? Qu'est-ce que vous auriez fait? Voilà, donc on peut vraiment débriefer là-dessus, avoir des échanges en équipe, ce qui nous permet, nous, toujours d'améliorer nos pratiques. Et puis après, il y a tout l'aspect émotionnel, et c'est pareil, entre collègues, oui, on peut largement échanger là-dessus, parce que voilà, c'est des situations stressantes, hein, évidemment. Pour autant, la pression redescend vite, hein, parce que de toute façon, la situation elle est comme ça. On a fait à ce moment-là ce qu'il fallait Oui. faire. Donc après voilà, la pression redescend quand même rapidement, parce que pareil, c'est notre métier, on est quand même formé à ça, à vivre des situations d'urgence avec les familles, à les gérer médicalement comme on peut. À avoir des émotions fortes nous aussi, parce qu'on est des êtres humains et pas que des soignants. Moi, je me laisse toujours toucher par les émotions aussi. Enfin, je veux dire, il y a pas de raison de se blinder. Moi, j'ai appris ça de aussi savoir faire redescendre la pression. Voilà, des situations d'urgence, on en a régulièrement. Vous le savez, voilà, parce que vous entendez tous ces récits, des transferts, il y en a, des transferts urgents où tout le monde a un peu la trouille. Ça arrive forcément dans notre pratique, et on reste pas là-dessus, parce que sinon, si on est tout le temps dans l'inquiétude, pour moi, on peut pas être une sage-femme qui accompagne sereinement les familles. Donc voilà, on sait agir vite quand il y a besoin, et puis redescendre en pression rapidement aussi, parce que on va pas se mettre dans le stress tout le temps, c'est Oui. pas possible. Et c'est vrai que pouvoir parler en équipe, ça permet voilà de donner son vécu et ses émotions. Je me posais la question aussi, tu parles donc de débriefer avec tes collègues. On sait aussi qu'au niveau national, il y a le collectif des maisons de naissance, et je me demandais si sur des situations justement un petit peu spécifiques qui concernent finalement des cas
assez rare. Est-ce que ça vous arrive, entre collègues, mais de différentes maisons de naissance, de parler de ça lors de réunions de sages-femmes, ou est-ce que c'est pas forcément l'objet de ce genre de rencontre? Donc il y a la partie dans le collectif, effectivement, des réunions entre sages-femmes. On a toujours des discussions techniques un peu pointues, mais souvent c'est sur pas une situation, mais plusieurs en fait. Ok. Enfin, c'est quelque chose d'un peu plus ouvert et général, voilà. Après nous, si c'est ça ta question, on n'a pas de supervision en fait, de groupe Oui. pour débriefer, de choses comme Ouais. ça c'est pas mis en place. On pourrait, hein, ça pourrait. Je me demandais parce que comme tu dis, vous restez malgré tout très humaine et même si la pression redescend, certaines situations peuvent être marquantes ou nécessitent de prendre du recul pour, comme tu dis, repenser un accompagnement ou ce genre de choses. Donc voilà pourquoi je me posais la question. Après, c'est pas forcément si simple à mettre en place non plus. On se questionne tout le temps, on se remet toujours en cause. De toute façon, après chaque naissance et chaque Oui. situation, même quand tout se passe bien, on se redit toujours qu'est-ce qu'on a fait, voilà, qu'est-ce que on aurait pu faire d'autre. C'est quand même la base de notre métier, tout le temps se questionner. Voilà, on sait que la naissance, elle est faite d'imprévus, il y en aura tout le temps. Donc il faut accepter ça aussi dans notre métier et pouvoir continuer à exercer sereinement, même quand il y a eu une urgence, quoi. Ouais. Donc on a quand même ça dans notre formation de base et dans je pense, nos personnalités, d'arriver à faire la part des choses et à se dire oui, l'urgence et l'imprévu fait partie de la naissance, c'est arrivé sur cette naissance, ok. On en redébriefe tout le temps pour qu'est-ce que je peux faire différemment une autre fois, la même chose différemment. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire, on saura pas exactement qu'est-ce qu'il aurait fallu faire d'autre, de mieux, de moins bien, de qu'est-ce que ça aurait pu être, on ne sait pas. Donc il faut vivre avec cette incertitude aussi. Mais voilà, on avance quand même, on continue de vous accompagner avec ces aléas. Et tu parles beaucoup depuis tout à l'heure du fait que tout peut arriver et du fait que ce sont des situations qui arrivent aussi. Je me demandais, souvent, tu vois, les gens qui nous partagent leurs récits sur les maisons de naissance parlent aussi de leurs proches qui ont parfois des peurs autour de l'accouchement. Il y a parfois des mythes autour de la dangerosité de certaines situations. Je me demandais, toi, si tu pouvais nous parler de la fréquence de ces situations. Est-ce que c'est si fréquent de faire face à ces urgences ou qu'est-ce que tu pourrais dire face à ce point-là? Non, c'est rare. Bah ça, c'est communiqué aux parents. On sait que le pourcentage, voilà, on est sur un taux, par exemple, de césarienne autour de 3-4% par an en maison de naissance. Donc on sait très bien que ce sont des situations rares. Sur les grossesses bas risque, où il y a rien de particulier, bien sûr, d'attendu. C'est pas les mêmes taux si on a une grossesse plus à risque. Donc ça reste des situations très rares, donc je peux comprendre que les entourages, parce qu'en France on a quand même une certaine culture de la peur autour de la naissance. Dans nos études, nos études sont peu axées sur la physiologie, sont beaucoup axées sur la pathologie. Donc c'est vrai que quand toute la journée t'entends parler que de pathologie, l'avantage c'est que quand elle survient, tu sais quoi faire parce que t'as été très formé à ça, mais l'inconvénient c'est que ça fait un prisme un peu déformant pour notre regard sur la naissance et qui peut donner des peurs aux soignants comme à la population, puisque on a quand même ce discours-là en France très sur le risque de l'accouchement. Alors que d'autres pays, on sait, hein, des pays anglo-saxons ont beaucoup plus une culture de l'approche de la physiologie, que ce soit pour les soignants ou que ce soit en population générale. On se dit, voilà, les événements graves sont rares, donc on préfère regarder la grande majorité des événements qui se passent très bien et rester dans cette confiance-là. Et nous, en France, c'est vrai, je sais pas pourquoi, c'est comme ça un peu pour les soignants comme pour la population générale. J'ai l'impression que voilà, on voit beaucoup ce qui pourrait ne pas bien se passer. Et certes, c'est important et nous, c'est vraiment notre métier de le dépister. Mais pour autant, il faut garder notre confiance dans le fait que la majorité des naissances vont bien se passer, même si de temps en temps il y a une urgence. Et le jour où il y a une urgence, bon, à nous de la voir et de la gérer pour que ça se passe le mieux possible. Oui, c'est donner une grande place à une statistique assez faible finalement. C'est ça. Comme tu disais, dans le cadre surtout de la maison de naissance où c'est des suivis très spécifiques dans le sens où c'est des grossesses à très bas risque. Voilà, donc il y a de temps en temps, voilà, des anomalies de rythme, des urgences où il faudra effectivement aller faire une césarienne en grande urgence, mais c'est vraiment un tout petit pourcentage de naissances. Après, tout comme les faits divers, j'imagine aussi que c'est ce qu'on retient le plus parce que c'est le plus choquant. Oui, c'est le plus marquant. Et qu'on retient, on retient moins peut-être les situations où il s'est rien passé. Mais je pense que tu as raison sur le culturel. J'imagine qu'il y a
il y a quelque chose de l'ordre de la circulation de l'information entre soignants et patients aussi qui fait que culturellement après on a une vision de ce qu'il en est, quoi. On a tendance du coup à parler, tu nous en as un peu parlé, mais on a tendance à parler souvent du vécu des parents et un peu moins des professionnels. C'est une place assez particulière quand même que vous avez, que ça soit en tant qu'actrice là où il faut agir et c'est toi qui prends la décision et les parents suivent. Et puis un peu aussi en tant que témoin quand tu fais face à la situation et que tu dois attendre de voir ce qu'il en est là en l'occurrence par exemple. Comment tu vis cette place un peu particulière dans la vie des parents, qui peut à la fois être un moment de joie intense et puis parfois, comme dans cette situation-là, une forte détresse et un risque quand même que leur destin bascule? Ben, en tant que sage-femme, moi, je me perçois vraiment comme un outil au service des familles. Donc cette naissance, elle vous appartient à vos parents, elle nous appartient pas à nous professionnels. Après, voilà, on a la chance que vous nous ayez choisi, qu'on se soit choisi réciproquement, qu'on ait une confiance mutuelle et réciproque. Donc on sait qu'on a une place très importante pour vous parce qu'une naissance, bien sûr, c'est très marquant. Et en même temps, oui, on a ce rôle un peu à part de veiller à ce que ça se passe au mieux, où forcément on a de l'implication émotionnelle. Et en même temps, on doit garder voilà une partie aussi de rationalité pour agir si besoin. Oui. En tout cas, moi, je me dis que voilà, vraiment, ces naissances vous appartiennent, ne nous appartiennent pas. Voilà, les scénarios, ils sont toujours différents. Ils viennent aussi nous questionner, nous, en tant que professionnels, en tant qu'êtres humains, voilà, tout le temps. Hein. Mais c'est quand même des épisodes de vie qu'on vit avec vous qui sont très forts, mais finalement qui ne nous appartiennent pas. Et donc, on peut les vivre avec vous, mais on est quand même moins pris au trip ou impacté, voilà, que les parents, ce qui est normal. Hein. Oui, et heureusement. Mais ça reste pour nous, on s'en souvient, voilà, Oui. forcément. On sait aussi que donc vous faites un suivi en postpartum, comme tu disais tout à l'heure, tu les as revus quand leur bébé est revenu aussi avec eux. Dans l'après, eux, ça a été une situation aussi très choquante, potentiellement traumatisante. Vous faites un suivi souvent quand même assez longue durée. Potentiellement, il y a de la rééducation du périnée aussi qui s'ensuit dans les mois qui suivent. Enfin, ça peut durer plusieurs mois, le suivi postpartum. En général en maison de naissance. Est-ce que il y a eu besoin d'en rediscuter? Est-ce que cet événement a été rediscuté entre vous suite au choc que ça a pu avoir? Ou est-ce que tu les as redirigés vers d'autres professionnels plus adaptés? Ou bien vous avez réussi à fermer une parenthèse qui, malgré la marque que ça leur a laissée, leur a permis d'avancer tout de même? Donc oui, c'est des suivis longs tout le temps qu'on vous propose. Hein. On se voit les premiers jours. Après, moi, je vois les parents une fois par semaine le premier mois. Après, effectivement, on se voit pour la réduc, des consultes d'allaitement, des consultes en fait finalement aussi d'accompagnement de parentalité. Donc c'est toujours des suivis très longs, plusieurs mois après la naissance qui s'arrêtent quand vous, finalement, parents, vous me dites c'est bon, là, ça y est, on vole de nos propres ailes, on n'a pas besoin de toi. On n'a plus besoin de tes services, on te verra pour le prochain si prochain il y a. Donc voilà, c'est toujours à la libre appréciation des parents, mais on reste à leur disposition tout le temps, autant que besoin. Donc là, on s'est vu encore, oui, pendant plusieurs mois. Voilà, cet enfant va bien. Je pense qu'on a pu se revoir, échanger, être assuré sur son bien-être. Et oui, bien sûr, c'est choquant, c'est traumatisant pour les parents. Parce que là, on est en mode on-off, tout va bien, d'un coup, plus rien ne va. Il n'y a pas vraiment de préparation, quoi que moi, je puisse dire ou faire en préparation de la naissance qui peut préparer une famille à ça. Hein. Oui. Donc, bien sûr que c'est choquant. Et après, souvent, justement, il y a des suivis qui sont proposés au niveau psychologique, en maternité. Voilà, il y a quand même, ou en ville, hein, il y a plein de choses qui sont mises à la disposition des parents. Donc, bien sûr, souvent, c'est un choc et le suivi de la sage-femme est important, mais suffira pas. Et après, il y a d'autres possibilités. Et on encourage les parents, voilà, à se faire accompagner quand ça a été comme ça, des choses un peu qui sont survenues brutalement. Mais on reste à leur côté, hein, même quand rien ne s'est passé comme prévu, parce que pour autant, tu as toujours besoin d'une sage-femme. Donc pareil, tant que vous avez envie, besoin que je vienne, je viens. Oui. Tu nous as parlé de tes différentes expériences, que ce soit pendant tes stages, que ce soit avant d'être en maison de naissance. Tu nous as expliqué que chacune de ces expériences, qu'elles soient hospitalières, que ce soit en PMI à Mayotte ou même sur les cas les plus physiologiques que tu as rencontrés à la maison de naissance, que chaque femme et chaque naissance t'apprend quelque chose. Tu nous parles beaucoup du coup de cette remise en question qui est propre
de ton point de vue à votre métier et qui est nécessaire d'ailleurs pour accompagner au mieux les femmes et les familles et tous les petits bébés qui viennent au monde. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de ton point de vue qui serait important à transmettre aux jeunes sages-femmes ou sages-femmes étudiantes qui pourraient nous écouter par rapport justement à des cas plus difficiles ou plus rares auxquels elles pourraient faire face? Un peu ce qu'on a évoqué, pas être dans la peur, parce que quand tu es dans la peur, tu peux pas prendre des décisions, je pense, correctes, quoi. On dit la peur est mauvaise conseillère. Donc bien sûr que l'urgence arrive, bien sûr qu'elle est imprévisible, bien sûr qu'elle fait partie de notre métier, et que bien sûr qu'il faut que nous on fasse face, et que là il n'y a pas le choix. Et c'est là où vous avez besoin de sages-femmes, parce que ça fera la différence sur une urgence que il y a un personnel médical qui réagisse. Donc c'est vrai que c'est lourd pour nous de regarder, de ne rien faire et de laisser complètement faire les familles la plupart du temps, et puis d'intervenir énergiquement parfois parce qu'il y a vraiment besoin. Donc il faut toujours être dans cet entre-deux, quoi. Regarder faire, laisser faire, et puis d'autres fois intervenir lourdement. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas un exercice facile, notre profession, je sais pas. En tout cas, voilà, moi je dirais oui, les urgences arrivent, mais on peut pas être tout le temps dans la peur. C'est sûr, on a une situation d'urgence, on va être un petit peu plus inquiète là où les naissances suivantes, et puis après, voilà, il faut reprendre son centrage et se dire non, mais ça c'est des situations rares. Je reste toujours dans ma vigilance, dans mon accompagnement, mais je reste dans la confiance aussi. C'est un beau message. J'espère que ça profitera à plein de futures sages-femmes et aussi à plein de familles par conséquent. Ça m'a quand même été transmis, ça, finalement, par mes collègues plus anciennes, quoi. Ouais. Parce que c'est du compagnonnage, notre profession. Donc moi, j'ai eu de la chance que des collègues me montrent ça. Bon, Ouais. ok, c'est une urgence, voilà, mais reste confiante. Oui, ça fait partie de la transmission dans votre métier de sage-femme en sage-femme. Je les remercie, mes collègues. On les remercie toutes. Quand tu repenses à la naissance particulière dont on a parlé aujourd'hui, qui concerne Julie, est-ce que il y a quelque chose que tu retiens en particulier de ce jour-là, de cette naissance-là? Toujours l'imprévisibilité de la vie, sa fragilité, et en même temps la grande joie que voilà, on soit là tous. Et quelque part aussi que je pense quand même qu'on a eu une part de chance ce jour-là, voilà, qu'on se rende compte qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas alerté jusque-là, voilà. Ouais. Est-ce que tu dirais que cette expérience t'a apporté quelque chose dans ta manière de pratiquer ton métier? Est-ce qu'il y a eu des changements concrets peut-être dans ta posture, ton écoute ou ta manière d'accompagner les femmes? Ou finalement, comme tu dis, ça fait partie inhérente de votre métier dans toutes ces dimensions, dont l'imprévisibilité dont tu viens de nous parler? Comme je te dis, ils m'ont appris, ces parents, cet enfant, ils m'ont appris comme vous m'apprenez tous chaque fois. À chaque fois, j'apprends quelque chose de nouveau. Donc voilà, ces situations d'urgence, moi, je trouve qu'elles nous permettent de toujours garder en tête cette imprévisibilité, qu'on doit garder de la vigilance, et en même temps on peut pas se reposer sous nos lauriers parce que on vous accompagne. Il y a plein de naissances physiologiques, c'est génial, oui, mais on n'est pas des bisounours, donc voilà, de temps en temps. Moi, quand je vis une urgence, je la vis comme ça. Je me dis, ok, c'est bien, c'est la vie qui me rappelle. Voilà, reste aussi dans ta vigilance, dans ta posture de soignant, où on peut pas être dans la béatitude de dire tout se passe toujours bien. Non, voilà, ça se passe globalement très très bien. Sois très confiante. Et quand tu vis une urgence, c'est pour te rappeler que voilà, tu gardes confiance et vigilance tout le temps. Aujourd'hui, on est, comme je le disais en début d'interview, quelques jours après l'anniversaire de ce petit garçon qui a eu 4 ans, donc il y a quelques jours par rapport au moment où on enregistre, donc on est en novembre. Tu viens de nous partager là pendant un long moment à quel point ça avait pu impacter ta vie, ou en tout cas ton regard de sage-femme. Est-ce que tu souhaiterais adresser un mot à Julie et sa famille avant de conclure cet épisode? Oui, je pense, mais je pense qu'ils le savent, que je pense souvent à eux. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément en contact, on se voit pas forcément, mais en fait fréquemment on pense à plein de naissances. En fait, on peut penser à chacun de vous. Parfois, des fois, il y a des choses qui me reviennent, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, d'une naissance qui a eu lieu il y a un certain temps. Voilà, enfin c'est assez rigolo. Mon cerveau, il fonctionne en images, donc parfois j'ai des flashs, des images qui me reviennent. Parce que peut-être que je suis dans la même pièce, au même endroit, enfin qu'il y a quelque chose qui me ramène. Donc voilà. Donc c'est vrai que parfois on se voit plus, mais on pense quand même fort à vous. Et donc là, en effet, j'ai pensé fort à eux pour cet anniversaire. Et voilà, je pense très fort à eux. Et j'espère que voilà, leur petit grandit très bien. Moi, je me permets de rajouter le fait que quand je suis venue vers toi pour savoir si tu étais d'accord de témoigner
à notre micro. C'était au congrès, donc il y a maintenant 1 an et demi à peu près, au premier congrès de maison de naissance. Je me souviens que tu m'avais dit que tous les ans, à la même date, tu pensais à eux. Oui. Et que ça allait sans doute durer longtemps parce que c'était pas une naissance anodine. T'avais donc accepté d'être témoin aujourd'hui de ce récit et en suivant aussi, j'en profite pour le dire à toutes les personnes qui nous écoutent, on avait évidemment contacté Julie et Lionel pour savoir si c'était ok que tu viennes témoigner de cette aventure aussi en tant que professionnel et de dire publiquement ton regard sur ce jour-là qui a été quand même particulier et particulièrement marquant dans leur histoire. Et donc on te remercie, j'espère que ton message, je suis sûre qu'il sera entendu et accueilli avec beaucoup d'amour de leur part. Cette thématique nous permet d'enrichir encore la parole autour de la naissance, tout en donnant la place à celles qui les accompagnent, donc vous, les sages-femmes, qui, comme tu le disais, nous soutiennent, nous observent et sont là pour accueillir toutes les situations, quelles qu'elles soient. On sait que en maison de naissance, la relation aux patientes occupe une très grande place, une place particulière, du fait de l'accompagnement global à la naissance. Cet échange vous a permis de mettre en lumière, en tout cas, toute l'humanité dont vous savez faire preuve en tant que sage-femme auprès de tous les parents et de toutes les familles que vous accompagnez. Et à toutes les personnes qui nous ont écoutés, si toute cette interview vous a touché, si cette histoire vous paraît pertinente, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est ce qui nous aide à faire vivre tous ces récits, de faire découvrir aussi les maisons de naissance. C'est tout ce qu'englobe le métier de sage-femme. Et puis pour toutes les personnes aussi qui souhaitent découvrir l'histoire du point de vue de Julie, vous pouvez aller écouter ou réécouter l'épisode 19 de la saison 1. La semaine prochaine, vous pourrez retrouver un dernier récit miroir et surtout le dernier épisode de notre podcast qui se clôturera donc en fin d'année. On vous souhaite donc du coup une bonne semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je te souhaite une bonne continuation, plein de belles naissances encore à venir, Mathilde. Au revoir et merci encore d'être venue témoigner. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir Mathilde. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.